Transformers, spoiler by Thing, première. Et bien le bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Thing Spoiler. Le nom est dans le titre, hein. On va s'amuser à spoiler des films comme si on était avec une bande de copains en train de mater un film. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Transformers. Mais juste avant de lancer la vidéo, écoutez-moi ça. C'est bon ça. Transformers est sorti en 2007, il a coûté pas loin de 150 millions de dollars, et ça fait de la p*** en classe à faire. Les deux personnages principaux sont interprétés par Megan Fox et Shia LaBeouf. Et ça te fait marrer? Alors déjà oui. C'est un film qui a été réalisé par Michael Bay. Et si on devait résumer le cinéma Michael Bay, bah, ça ressemblerait à... C'est ça, c'est carrément ça. Avec ce film, Michael Bay il a voulu poser la question de la transidentité. Comment des êtres différents de notre monde cherchent à se camoufler en objets communs afin de mieux s'intégrer dans la société et éviter qu'on les juge. Non, pas du tout. Je peux vous assurer que le film, il a un discours bien américain, bien militaire, la subtilité, on s'en bat les steaks. Et le film, je peux vous assurer qu'il est aussi bon qu'il est mauvais. Donc faites péter le popcorn, hein, décapsulez la canette, installez-vous confortablement, je m'appelle Otfing et aujourd'hui je m'apprête à spoiler Transformers. Bon allez, on lance le film. Avant le commencement des temps, il y avait le cul. Sans commentaire. Donc apparemment le film se lance sur une base grecque, d'après les images. Ah non, ils sont américains, on voit le drapeau sur le côté gauche. C'est là qu'ils en profitent pour nous faire la présentation de ce personnage joué par Josh Duhamel. Hein, les filles, c'est pour vous. Et les garçons aussi d'ailleurs, hein, y a pas de raison, hein, faites ce que vous voulez. Et voilà, il interprète le rôle de... on s'en fout. Et il y a Tyrese Gibson aussi qui joue dedans, hein. Lui quand il dézingue pas des voitures avec Vin Diesel, bah il les défonce avec Michael Bay. Bon voilà, il est très formaté bagnole le gars. Bon là ici, il se passe pas grand chose, rien qu'à exploser encore, donc Michael Bay il dit vite, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est comme ça qu'arrive près de la base un hélicoptère inconnu que les forces américaines n'arrivent pas à identifier. Ils se posent, et vu que les Américains, quand ils ont quelque chose en face d'eux, ils ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent, parce qu'il y a le bon et le mauvais américain, hein. Bon bah là ils tirent. Putain mais le pauvre alien quoi, le gars il coopère, peinard, il se pose et tout, il demande rien à personne, trop gentil le gars, il se fait tirer dessus. Bah attends c'est normal, je réagirais comme lui, hein, je ferais tout péter, allez vas-y, tiens, allez prends ça le ricain, mais bon, qu'est-ce qu'il faisait là aussi, lui, hein? En fait, il était venu pourquoi, là-bas? Il est pas venu faire coucou, non. Il est venu télécharger des fichiers secrets, des services secrets américains. Voilà, il recherche quelque chose, on sait pas. Mais comme il n'y arrive pas, bon bah il décide de tout faire péter. Regarde-moi ça, comme il envoie valdaguer tous les temps, que le mec, il en a rien à foutre, il est là pour mettre le sbeul. Après, les Américains, ils ont eu raison de se méfier. Je suis désolé, mais il y a un indice très clair. Il a laissé un indice, si, il a laissé un indice qui était vraiment pas net. Il choisit un mec à moustache. D'où? Il a le choix de prendre l'apparence de n'importe qui, le gars il prend un vieux gars avec une moustache. C'est mystérieux. Particulier quand même. Bon, en gros, ça fait 5 minutes que le film a commencé, et Michael Bay nous a déjà fait péter une base américaine au Qatar. Pendant ce temps-là, aux United States of America, hein, the land of the free and the home of the brave, nous faisons la connaissance d'un jeune adolescent nommé Sam Witwicky,
qui est là en train de faire son exposé devant ses petits camarades, et en train de parler de son grand-père. Donc il est en train de raconter à tout le monde qu'il est le descendant d'un explorateur Archibald Witwiki, et qui avait exploré une bonne partie de l'Arctique, et qui avait perdu la boule lors de l'une de ses explorations. Et qui apparemment avait l'habitude de dire ce slogan. À nul sacrifice, nulle victoire. Calme-toi un petit peu le vieux là, puis tu feras mieux filer un coup de main au copain au lieu de gueuler. C'est comme dans les déménagements ça, t'en as toujours un qui gueule, qui dit quoi faire mais qui porte jamais un colis. Et c'est à ce moment-là que le film nous présente un élément important du scénario qui en fait n'en est pas un, les lunettes du grand-père. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo mais en fait cet objet ne sert à rien. Et il y a aussi... Malheureusement, mon arrière-arrière-grand-père, tout génial qu'il était, a trouvé le moyen de perdre la tête et l'a vue et de terminer chez les fous où il dessinait de drôles de symboles et déblatérait un paquet d'inepties au sujet d'un... Excusez-moi, pardon. Et vous savez ce qui me fait dire qu'on est bien dans un film des années 2000 ? Ce mec. Voilà, une coupe de cheveux comme ça, c'est que dans les années 2000, pas plus tard, pas avant. Donc, une fois les cours terminés, le jeune Sam va rejoindre son père, car aujourd'hui c'est le grand jour, il va avoir sa première bagnole. Il va lui acheter une voiture, sous certaines conditions, mais on s'en fout. Oh, on s'en fout. Voilà pourquoi il se retrouve chez un concessionnaire qui vend que des bagnoles totalement pourries, et qui sait qui vient se glisser au milieu de toutes ces voitures, une certaine Camaro jaune et noire, à côté d'une coccinelle jaune. Alors, ça paraît anodin, en fait c'est très important. Et oui, car il faut savoir que Transformers date des années 80, et dans les années 80, Bumblebee n'était pas une grosse Camaro jaune et noire, c'était une coccinelle. Ah, je sais, ça casse le mythe. Hein. Mais bon, hein, on est dans un film de Michael Bay, hein, donc on va pas mettre une coccinelle à l'affiche. Non, il faut un gros muscle car, une grosse bagnole américaine avec un gros moteur qui fait des grosses vibrations comme ça quand j'accélère, ça fait vibrer mes grosses coups. Bref, c'est le coup de foudre entre Sam et la voiture. Bumblebee fait péter quand même tous les pare-brises, histoire qu'il ne reste plus que lui à acheter. Et finalement, le jeune garçon repart avec la voiture. Et c'est là que Michael Bay va en profiter pour placer un petit plan signature à lui. Hein. Vous allez reconnaître ce petit plan là. Il est dans pratiquement tous les films de Michael Bay. Hein. Ce truc en contre-plongée là, en train de tourner autour, avec les personnages avec le regard perdu vers l'avenir. Enfin bref, voilà, ça c'est les petits trucs cool que fait Michael Bay. Mais dites-moi, il y a quand même quelque chose qui est un peu louche, il y a quand même une base américaine qui s'est fait défoncer il y a pas longtemps, peut-être que les services secrets vont s'en occuper. Eh bien en effet, on va passer du côté du Pentagone, on va faire un petit tour autour du Pentagone. Ils ont rassemblé leurs meilleurs analystes informatiques afin de pouvoir détecter qu'est-ce qui s'est passé durant ce piratage, parce qu'apparemment c'est pas une attaque d'hélicoptère robot, non, c'est un piratage informatique qui a eu lieu. Et cette scène permet d'introduire le personnage du secrétaire à la défense, qui est interprété ici par Jon Voight. Voilà, Jon Voight qui a une carrière dans le cinéma, mais longue comme ça. J'aurais peut-être pas faire des gestes comme ça à la caméra, moi. En tout cas, Jon Voight, c'est le père d'Angelina Jolie. On bat les couilles, frère. Ok. Et cette scène nous permet aussi d'introduire aussi des personnages, voilà, des jeunes informaticiens en herbe qui sont engagés pour retrouver la trace des personnes ou de la chose qui a attaqué la base américaine au Qatar. Et pour ça, ils ont un seul indice, c'est juste un son. On m'appelle l'OVNI. Voilà, bon démerdez-vous avec ça, bon courage. Le temps que les gros bonnets se cassent la tête, nous on va faire un petit tour du côté des jeunes pour savoir ce qui se trame un peu. Et Sam décide de faire un petit tour avec sa Camaro. Donne-moi ton cœur, baby, non mais pas lui. En gros, ce qui lui passe par la tête, c'est que maintenant qu'il a une caisse, il lui faut une gonzesse. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le film. J'ai la caisse, manque plus que la gonzesse. Et oui, bien sûr, il est amoureux secrètement d'une nana depuis très longtemps, en la personne de Michaela, interprétée par Megan Fox dans ce film. Voilà. On va pouvoir revenir un petit peu d'ailleurs sur ce jet-là, parce que il y a des choses auxquelles je suis prêt à croire, mais sans problème. Les aliens qui débarquent sur Terre, on va la refaire, hein, parce que j'ai tapé dans le micro. Les aliens qui débarquent sur Terre, qui se transforment en voiture, ça tire des canons dans tous les sens, ce que vous voulez. Mais cette personne est une lycéenne d'entre 16 et 18 ans. Non, je marche pas. Là, la suspension d'incrédulité, ça va trop loin. Là. Mais peu importe, ce qui compte, c'est que Sam, lui, il est amoureux. Voilà, il est amoureux et là, il va avoir l'occasion de lui prouver son amour en choisissant les bons termes, les belles phrases et lui réciter du Molière. Tu sais quoi, j'ai qu'à te monter si tu veux. Je veux dire, t'as qu'à monter si tu veux. C'est pour moi du dis, celle-là. Mais la belle comprend les bonnes intentions du jeune homme et accepte de monter dans sa voiture. Et évidemment, Sam va profiter du trajet pour essayer de plaire à Michaela le plus possible. Le problème, c'est qu'il s'en sort pas très bien, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut compter sur les copains.
Ici, on a la personne de Bumblebee qui va lui faire la fameuse technique qui a toujours marché, qui est toujours efficace, le fameux coup de la panne. Et Bumblebee, il fait ça bien, hein. Non, il fait ça bien, voilà, il prend le temps de bien se garer, de se mettre à un endroit avec un petit coucher de soleil, vraiment le coin romantique parfait pour faire un coup de la panne. Ça, c'est un vrai copain, ça, c'est un vrai pote. Mais malheureusement, pour le plan de Bumblebee, il faut savoir que la belle n'est pas qu'un physique, elle est aussi intelligente et notamment douée de compétences mécaniques. Waouh, sympa le collecteur. Et carrément un carbu double corps, dis donc. Et j'aimerais profiter de cette scène pour vous partager l'un des aspects qui fait qu'on est bien en train de regarder un film de Michael Bay. S'il y a bien une polémique qui se dit sur Michael Bay, c'est qu'il a tendance à filmer ses personnages féminins principaux de manière un peu dérangeante. Tenez, on va faire une petite expérience. Si je vous dis une garagiste, et ben pour Michael Bay, une garagiste, c'est censé se comporter comme ça. Si je vous dis une analyste informatique, eh bien pour Michael Bay, ça doit être comme ça. Si je vous dis une professeure de littérature ancienne à Oxford, eh ben pour Michael Bay, voilà. Donc oui, on peut être belle et intelligente, j'ai aucun souci là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est ce que Michael Bay en fait. Mais il y a qu'à voir, hein, dans le 3e film, son personnage féminin principal, on connaît ni son prénom, ni son visage. La première info qu'on a d'elle, c'est un plan boule très serré. Et il se permet même une scène dédiée complète à la comparaison entre les formes de l'actrice et la bagnole. Sans parler bien sûr du 4e film, où là, le personnage n'a que 17 ans. Ou faites ce que vous voulez de ces infos. Ou alors on fait pareil avec les mecs. On fait pareil avec les mecs. Et en plus, il y avait ce qu'il fallait hein, au niveau du casting. Tout ça pour dire qu'un plan comme ça a plus sa place dans un film de boule que dans un film grand public. Oh, un film de boule réalisé par Michael Bay. Oh. Imaginez, Pragmarmageddon avec Bruce Willis. Bref, revenons au film, la voiture redémarre, Sam peut raccompagner Michael à la maison et ça y est, il a parlé à la fille de ses rêves. C'est moi champion, c'est moi champion. Champion. Bon là, on va faire un grand bond dans le film parce que le film dure 2 heures et qu'on n'a pas que ça à glander. En gros, on a un petit Transformers qui s'infiltre dans Air Force One et qui se fait passer pour un placement de produit qui finit de télécharger ce que le premier robot n'avait pas fini de télécharger et trouve des informations sur la fameuse paire de lunettes du grand-père qu'on avait pu voir en début de film. Pendant ce temps-là, Sam voit sa voiture rouler toute seule et se transformer en un robot géant. Autant dire que quand il se fait arrêter par les flics, personne ne le croit. Et la troupe de soldats qui étaient paumés dans le désert rentre au pays, mais entre-temps, ils ont eu le temps de péter la tête à un Transformer Scorpion. Et bien sûr, on n'oublie pas l'analyste informatique qui fait sortir du Pentagone des informations ultra confidentielles afin de les présenter à son copain geek qui va lire des spectres extraterrestres sur son vieux Windows 98. Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais t'es sérieux là? Quoi? Et à un moment donné, ce qui est censé arriver arrive, le Transformer méchant transformé en bagnole de flic vient agresser Sam, et qui c'est qui passait dans le coin? Michaela avec son scooter, qu'est-ce qu'elle faisait là elle? On sait pas. Et à ce moment donné là du film, Michael Bay, il s'est rappelé quelque chose, il avait oublié quelque chose, il s'est tourné vers ses gars, il a fait hey, les gars, on a des bagnoles? Ah bah course poursuite. À la fin de la course, les robots décident de devenir romains et ça fait bim, bam, boum. Le gentil robot pète la tête au méchant robot. Et ça y est, on a affaire enfin à la rencontre entre Bumblebee et Sam. Là, c'est officiel, sa voiture est bel et bien un grand robot géant, tout gentil, tout mignon. Mais voilà, avant de continuer l'aventure, Bumblebee décide de se faire un petit lifting, voilà, de prendre l'apparence de la tout dernier modèle de la Camaro. Et sur un thème que vous connaissez sûrement, ce fameux thème-ci. Qui est en fait la musique tirée du film Kill Bill. C'est un petit clin d'œil de la part de Michael Bay, Bumblebee étant rayé jaune et noir comme le personnage de la mariée dans Kill Bill, il s'est permis aussi de mettre la musique. Et pour les crétins du fond qui n'ont pas suivi, c'est aussi la musique de Téléfoot. Maintenant que les 2 meilleurs amis du monde ont fait leur rencontre, eh bien il est temps de rencontrer toute la petite famille. Donc qui c'est qui débarque sur Terre? Les copains qui débarquent, et sur un thème de musique mais qui est magnifique. Écoutez-moi ça. Ou même encore ça. C'est beau. Steve Jablonsky a fait un son incroyable, toute une bande son incroyable pour ce film. Je vous invite à écouter vraiment tout l'album de Transformers, toutes les bandes originales du film. Steve Jablonsky a fait un travail de fou. Donc tout ce petit monde atterrit sur Terre, dans un fracas lamentable, discrétion 0. Ça explose de partout! C'est encore
cool qu'Armageddon. Lol. Ils prennent le temps de prendre l'apparence de quelques véhicules. Bon, pourquoi pas prendre un hélicoptère ou un avion, pourquoi pas. Non, ils prennent des bagnoles ou des camions et des gros pick-up, bref. Oh, regarde, il y a une petite fille, elle est toute mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une blague dégueu à faire, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Et donc, ça y est, on va les rencontrer tous, voilà, tous les gentils robots qui sont venus sur Terre, et qui vont nous expliquer qu'ils ont détruit leur planète parce qu'ils se sont mis sur la gueule. Donc, il y a les gentils, les Autobots. Les Autobots. Oui, si tu veux. Et il y a les méchants, les 17 petits cons. Ah, ta gueule. Et s'ils sont venus sur Terre, c'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de trouver le fameux cube qui a été trouvé par l'arrière-grand-père de Sam. Voilà pourquoi ils avaient besoin de Sam pour accomplir leur quête. Surtout qu'il faut se grouiller, parce que il y a le grand méchant du film, qui s'appelle Mégatron. C'est Mégatron. Et pourquoi ce cube est important? C'est parce qu'il contient une énergie qui pourrait redonner de la vie à la planète d'origine des Transformers. Et donc dans cette petite équipe, on a un petit peu tous les profils. On a Jazz, qui est le mec un peu cool de la bande. On a l'expert en armes qui est armé jusqu'aux dents et qui s'appelle Ironhide. Et on a aussi Ratchet, l'ambulancier évidemment. C'est le médic. Il a pris l'apparence d'une ambulance. C'est bien vu, c'est quand même bien vu. Et bien sûr, nous avons... Mon nom est Optimus Prime. Je profite de cette scène aussi pour placer une petite information. Il faut savoir que Optimus Prime est doublé par Jacques Frantz et Ratchet est doublé par Alain Dorval. Respectueusement, les voix de Mel Gibson et De Niro, ainsi que de Stallone, qui malheureusement nous ont quittés trop tôt. Bon, est-ce que vous vous souvenez des lunettes du Vioc? Eh bien, quand l'arrière-arrière-grand-père de Sam a trouvé le cube, il faut savoir que l'emplacement du cube, les coordonnées du cube, ont été incrustées dans le verre des lunettes. Elle est pas belle celle-là? Donc il faut à tout prix remettre la main sur ses lunettes afin de retrouver le cube. Bon, je vous passe toute la scène de cache-cache qui est entre les Transformers et les parents de Sam. C'est long, c'est lourd, c'est pas très intéressant. Et qui c'est qui débarque? Le service secret, tellement secret que personne ne sait qu'il existe, le secteur 7. Et un nouveau personnage rentre en scène, interprété par John Turturro. J'adore cet acteur, regardez les films avec John Turturro. Dans la maison, ça sent l'alien, donc on embarque tout le monde, on n'a pas le temps de poser de questions. Ils embarquent même le chien, dis donc. Je pense que c'est même lui l'alien d'ailleurs, vous avez vu la gueule qu'il a? Mais évidemment, les robots, ils vont pas se laisser faire. Maintenant qu'ils se sont fait des copains sur Terre, ils vont pas les laisser partir comme ça. Donc ils décident de les libérer, voilà. John Turturro se fait pisser dessus, on va dire que c'est drôle. Et c'est à ce moment-là que Michael Bay nous fait un remake de King Kong. Voilà, en mode, c'est le grand géant de fer qui sauve le petit être biologique un peu fragile. Et regardez, il se fait capturer et il ne répond pas à la violence, il se laisse faire. Il sait très, Bumblebee sait très bien qu'il peut écraser tout le monde et il ne le fait pas, il le sait très bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est tellement beau que si j'avais un cœur, j'aurais des larmes, et j'ai pas de larmes. Tiens, applique ça sous tes yeux. Qu'est-ce que c'est? C'est des cristaux de menthe. Sam et Michaela sont reprisonniers encore une fois et ils sont tous emmenés dans une base secrète. Base secrète dans laquelle on va retrouver toute la petite équipe, l'analyste informatique, le secrétaire à la défense, le militaire, le secteur 7, Sam et ses parents, Bumblebee, voilà, tout le monde est réuni. On va pouvoir avancer dans le film et en apprendre un petit peu plus sur tous les mystères qui ont fait la complexité de cette histoire. Et donc cette base secrète cachée dans un barrage, on peut y trouver donc le corps vivant mais congelé de Mégatron, et bien sûr le cube, le fameux cube que tout le monde cherche. Alors, c'est là qu'on va en discuter un petit peu de tout ça. Donc les lunettes qui donnent l'emplacement du cube dans l'Arctique ne servent à rien. Parce que le cube n'est pas dans l'Arctique. Il est dans un barrage aux États-Unis. On nous prend pour des cons. Cet objet que l'on nous propose depuis le début du film ne sert strictement à rien. En réponse à cette incompréhension scénaristique et cette flemme scénaristique, un message s'est sublimement caché dans mon décor à l'intention des scénaristes. À vous de le trouver. Et vous vous souvenez du petit robot, la petite merde qui se transforme en placement de produit? Eh bien, figurez-vous qu'il fait partie du camp des méchants, les Decepticons. Lui aussi s'est réussi à s'infiltrer dans la fameuse base secrète. Il en profite pour foutre un petit peu la merde et décongeler son boss Mégatron. Et il profite du cube pour retrouver son apparence initiale. Et là, la situation est de plus en plus critique, hein. Évidemment, il faut absolument éloigner Mégatron du cube, car Mégatron veut utiliser l'énergie du cube pour transformer tous les appareils électroniques de la Terre pour envahir la planète et faire une nouvelle terre d'hébergement pour les Transformers. Donc,
il faut un plan en béton. Et ben le plan en question, je vais vous l'expliquer. D'un côté, on a le secrétaire et la défense qui restent avec le secteur 7 pour aller appeler l'armée de l'air en renfort. Ça peut servir. Et d'un autre, il faut qu'on m'explique. Le plan, c'est de mettre en sûreté donc le cube, une source d'énergie colossale, qui est la cible de robots ultra puissants, ultra vénères, armés jusqu'aux dents. Et pour ça, on va le mettre dans l'endroit le plus sécuritaire au monde. Un centre-ville, bourré de civils. C'est de la merde. Mais quelle idée à la con! Mais ça va faire des milliers de morts, ils vont tous se ramener, ils vont tout buter, mais c'est n'importe... c'est débile. Sur la route, on croise les copains gentils qui vont filer un coup de main, comme ça, par hasard, hein, c'est quand même pratique. Et tout ce beau monde se réunit donc en centre-ville pour le combat final, ça va être maintenant. Ça va péter! Alors du côté du secteur 7, on essaie de contacter l'armée de l'air avec une radio qui a fait la Seconde Guerre mondiale et un ordinateur qui est même pas capable de faire tourner un démineur. Et en plus de ça, on a la petite merde qui vient leur mettre des bâtons dans les roues, mais au final, elle se fait dézinguer. Enfin, ça y est, cette bestiole est enfin butée. On a même droit à un deuxième plan signature de Michael Bay. Si, vous connaissez ce plan, vous l'avez déjà vu ailleurs, vous allez voir. Ah, si, regardez bien les films de Michael Bay. Il y est. Et évidemment, si on a la team des gentils, on a aussi la team des méchants. Et bien sûr, et voilà. Et la team des méchants, ils sont pas débiles, eux, ils ont pris l'apparence de véhicules conséquents. Donc on a l'hélicoptère du début, qui revient. On a un tank triple canon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un gros véhicule de chantier, je sais même pas si ça existe ce truc. Et puis évidemment, on a Megatron et puis la petite merde du début. Voilà, ça constitue l'équipe des méchants. Ah oui, et on a aussi un avion de chasse. Comme ça, avec Megan Fox, ça fait 2. Et maintenant que la petite équipe d'intervention est bien présente au centre-ville, qui c'est qui fait son apparition? Eh bien, c'est l'avion de chasse qui vient démolir les deux. Là, c'est Bumblebee qui se retrouve amputé des 2 pieds. Des 2 jambes même. On voit que on voit dans ses yeux, là, ça... Ah, ça fait mal, ça. Et ça y est, ça part, le combat est lancé, tout le monde se tape dessus au milieu des civils. Il y a des gens, ils rentraient tout juste du boulot et ils sortaient pour les faire une course et voilà sur quoi ils tombent. Grosse bol dans le terre-terre. Tout le monde se tire dessus, s'envoie des missiles à rafale. Regardez-moi la beauté de ce plan. On peut reprocher énormément de choses à Michael Bay, mais ici utiliser une caméra entre les ralentis, les explosions, surtout qu'il faut savoir que pendant le tournage, évidemment les acteurs ne voient pas les robots, on a que des effets pratiques qui sont mélangés ensuite à des effets spéciaux. Donc Michael Bay a fait péter des voitures, et ensuite il a rajouté les robots en post-prod. Et ça donne des images qui sont magnifiques. Non mais sans déconner, regardez-moi la beauté de ce truc. C'est pour ça qu'on regarde un film de Michael Bay, c'est pour ce genre de choses, c'est juste pour ces moments-là, pour des actions comme ça. Donc là, Michael Bay s'est dit, j'ai mes bonhommes qui se mettent sur la tronche, mais il faudrait quand même que la nana fasse quelque chose, parce que bon, elle est pas que intelligente, elle est pas que belle, c'est aussi une femme forte. Et c'est là qu'elle va faire équipe avec Bumblebee pour aller péter la tête à un Decepticon. C'est elle qui conduit, c'est lui qui tire, et let's go! Je prends le volant, toi tu tires! Trop tard, fallait le dire avant. D'un autre côté, on a Jazz qui pense qu'il va pouvoir tenir tête au boss final. Bon, voilà ce que ça donne. Si vous voulez avoir une petite idée d'un combat entre Mimi Mati et Cyril Gann, voilà ce que ça fait. Il faut savoir aussi qu'à la base, les gentils, ils ont un plan. C'est-à-dire que si jamais les gentils n'arrivent pas à défendre le cube, Optimus Prime est prêt à se sacrifier en plaçant le cube sur son torse afin de détruire le cube et de se détruire lui-même. Et oui, nul sacrifice, nulle victoire. La boucle est bouclée. Donc Optimus confie le cube à Sam, voilà, c'est beau, c'est la technologie extraterrestre qui confie la survie de l'humanité. Et qu'est-ce que doit faire Sam? Eh ben il doit traverser un petit patelin de maison pour aller monter en haut d'un immeuble afin de confier le cube à des pilotes d'hélicoptères de l'armée. Peut-être que ça aurait été plus simple qu'un Transformer se transforme en avion, en hélicoptère, je sais pas, et puis qu'il emmène le cube très loin. C'est une idée, c'est une idée. Et là, Duhamel, il a une idée, il dit, je vais prendre une moto, je vais mettre les gars, je vais glisser sur le dos, et je vais tirer dans ces Decepticons. Ah, comme quoi, les robots, ils sont comme nous, ils sont un peu foutus pour nous, ils ont des points faibles. De son côté, Sam essaie de confier le cube à l'armée de l'air, malheureusement, Megatron arrive et il le fait tomber, et qui c'est qui est juste en dessous? C'est Optimus Prime, et là, enfin, on y est, le chef des gentils va affronter le chef des méchants. Et ben, vous le croyez pas, et ben, Optimus Prime, il perd le combat. Il est nul, Optimus, il est tout pété. Mais non, mais vraiment, il est en train de perdre le combat contre Megatron. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut que Sam place le cube sur le cœur d'Optimus Prime. Mais il est un peu têtu, il en fait qu'à sa tête, et en fait, au lieu de placer le cube sur le torse d'Optimus Prime,
il décide de poser l'artefact sur le torse de Megatron, ce qui détruit Megatron et qui détruit le cube par la même occasion. Il a battu le boss final. Donc là, les gentils ont gagné, les méchants perdus, il y a des milliers de morts, ils ont détruit une ville. Résultat des comptes, c'est une victoire. Et on termine ce film sur un beau coucher de soleil, avec deux humains en train de se rouler des pelles devant un alien et sur un alien, avec un discours optimiste dit par Optimus et sur un fond de Linkin Park. Et générique! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, sachez que nous allons nous retrouver je ne sais pas quand, je ne sais pas où et je ne sais pas comment, mais j'ai bien l'intention d'en faire une autre, notamment aborder le sujet d'un certain motard très très chaud. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt sur les réseaux, ciao. Le cul. The day I die.